Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. L'invité politique, je le disais tout à l'heure, président au carré, Bruno Retailleau, à savoir que vous êtes président des Républicains au Sénat et donc président de la région des Pays de Loire. Merci d'être en direct avec nous. Ce matin, nous avons abordé tous les sujets, ils sont importants. D'abord, commençons par ce référendum dont on parle beaucoup pour Notre-Dame-des-Landes, parce que ça vous concerne directement. Est-ce que vous croyez qu'il est envisageable sérieusement ou tout ça, ça va retomber ? Non, sérieusement non. Enfin, c'est-à-dire que le problème du référendum, c'est que déjà il est mal né. Pourquoi est-ce qu'il est mal né ? Parce qu'on sait que c'est la contrepartie de l'entrée de Madame Emmanuelle Cos au gouvernement. Donc à partir de là, c'est pas un problème de démocratie, c'est pas du tout ce qui a guidé le président de la République. C'est le prix qu'il a fallu payer pour l'entrée des Verts et envoyer un missile sur le parti écologiste. Mais pourquoi n'aurait-il pas lieu ? Parce que moi je veux bien qu'il ait lieu. Le seul problème, d'abord il n'a pas de base légale, l'État ne peut pas le faire, et les collectivités ne peuvent pas le faire pour l'instant. Ce qui pose un problème de légitimité. Parce que moi je suis pour donner la parole au peuple, mais il faut que ça soit légitime. Il est prévu sur une base, la Loire-Atlantique. Les habitants de Loire-Atlantique voteraient, mais il y a tout de suite un problème de périmètre. Pourquoi ? Parce que on dit depuis tout le temps que c'est un aéroport qui doit servir la Bretagne et puis les Pays de la Loire. J'étais avec Jean-Yves Le Drian hier, on en a parlé. Il me dit évidemment, il est dans le syndicat mixte qui doit, si j'ose dire, financer pour partie la Bretagne. Il est. Donc, en quoi on ferait un référendum sur la Loire-Atlantique et qu'on oublierait 6 ou 7 autres départements ? Et vous étiez favorable à cet aéroport ou pas ? Je suis favorable. Je voudrais simplement. Je vais vous dire un mot parce qu'il est utile. Actuellement, l'an dernier, nous avons eu 138 jours de saturation sur l'aéroport actuel. Et il y a 2 ans, 100 jours. C'est-à-dire que actuellement, la plateforme aéroportuaire actuelle, qui ne suffit plus, qui est saturée, c'est là où, en Europe, sur les plateformes régionales, on enregistre la plus forte augmentation de trafic. Donc notre question, la Bretagne et les Pays de la Loire, on est au bout de l'Europe. Notre question, c'est demain, est-ce qu'on reste connecté ? Et si on n'est plus connecté... Et donc les paroles de Hollande sont des paroles, comme disait Delphine. C'est-à-dire comme d'habitude, vous savez qu'on a 155 décisions de justice, toutes favorables au transfert de l'aéroport. Mais dans quel pays on est pour qu'on puisse demander aux gens s'il faut appliquer les décisions de justice, s'il faut tout simplement appliquer la loi. Mais c'est du François Hollande tout craché, il n'arrive pas à décider. Alors que c'est à lui maintenant de décider, puisque le projet il est porté par l'État. C'est l'État, le maître d'ouvrage c'est l'État. Donc il devrait trancher. Mais vous savez que notre président de la République déteste trancher. Alors justement, question, on a le sentiment avec toute l'actualité qui se déroule actuellement, que ce soit la crise agricole, qu'il s'agisse évidemment des projets de loi El Khomri, que c'est Manuel Valls qui dirige le pays. Est-ce que c'est le sentiment que l'opposant que vous êtes avait aussi ? À savoir qu'Hollande irait à la télévision, mais c'est Valls qui travaille. Et le Foll qui n'existe plus. Alors le Foll, oui, je vous conseille sur le Foll. Je crois que c'est une question, c'est pas une. C'est une non. Je parle de le Foll, c'est une question. Vous considérez qu'il est complètement disqualifié ? Je considère qu'en tout cas, il a plus de crédit. Énormément d'agriculteurs. Il est de Sarthe. Ouais. Il est de Sarthe, mais il n'a pas su anticiper. Il a fallu attendre des mois et des mois. Il a fallu attendre une profonde désespérance pour qu'il commence à y avoir des réponses structurelles. Simplement, votre question, est-ce que c'est Manuel Valls ou est-ce que c'est François Hollande ? Ces deux-là se partagent un rôle. Ça ne doit pas être tout à fait facile entre Matignon et puis notamment François Hollande, parce que François Hollande adore le calcul, la manœuvre politicienne. Mais je pense que François Hollande détient toujours les clés du pouvoir et que Manuel Valls, évidemment, subit l'autorité. On a l'impression quand même actuellement qu'il y a une poussée de Manuel Valls qui finalement, on connaît l'explication de fond, c'est la rivalité avec Emmanuel Macron. Donc il pousse Madame El Khomri pour essayer de faire reculer Monsieur Macron et pour être éventuellement le candidat de la gauche si Hollande s'effondre et si les Français n'en veulent pas ce que disent tous les sondages. Donc vous êtes forcé de vous préparer à cette alternative-là. En tout cas, peut-être Valls. En tout cas, peu importe. Tout ça, c'est de la politique politicienne. Moi, ce que je constate, c'est que oui, non, mais c'est pas vous qui faites de la politique politicienne. C'est le président de la République lorsqu'il remanie, comme il a remanié. Vous rendez compte, ce remaniement, il n'a pas un intérêt général, un intérêt public. La France, les Français, c'est de la petite tambouille politicienne. C'est absolument terrible. Mettre Emmanuel Cos à la place de Madame Duflot. Madame Cos qui déclare que la grande loi de Madame Duflot, la loi Allure, ça a été une sorte de phare de la pensée de l'humanité, alors que ça a détruit des dizaines de milliers d'emplois. Alors que ces 0,4 points de croissance en moins à cause de cette loi, c'est terrible. C'est absolument dramatique comme signe politique. Donc je crois que la page va se tourner, il va y avoir quelques réformettes, mais je crois que désormais on peut dire que le quinquennat
est raté. Et qu'il n'y aura pas de baisse significative du chômage. Il y aura encore un tripatouillage, bien sûr, sur les chiffres. Il y aura les 500 000 chômeurs qu'on va essayer de dégager sur des voies, parfois de garage, pour faire baisser les statistiques. Mais on n'aura pas de réforme structurelle. Mais la réforme structurelle, c'est peut-être celle que prépare Mme El Khomri, justement. Non, il y aura d'autres petites choses. Je vais vous donner un exemple. Écoutez. Déjà, on n'a pas donné ce qu'il y avait dans cette réforme. Oui. J'étais venu ici au moment du texte Macron. Et tout le monde se disait, enfin, voilà la grande réforme. Un an plus tard, qu'est-ce qu'il en est? Sur le travail du dimanche, qu'est-ce qu'il en est? Et pour Mme El Khomri, il faudra par exemple, sur les 35 heures, est-ce qu'on sort des 35 heures? Non, on pourra assouplir à condition qu'on ait des accords majoritaires. 46 heures. À condition qu'il y ait des accords majoritaires avec les syndicats. Mais il n'y a aucun syndicat qui est favorable. Regardez le problème du travail du dimanche. Si on en est encore là, c'est parce qu'il y a un verrouillage syndical. Donc c'est du faux semblant. On est en direct, mais vous allez si vous arrivez au pouvoir, vous allez être face au même problème. Vous allez arriver avec un texte équivalent à celui de Mme El Khomri. Alors vous avez raison. Et vous allez retrouver qui? Vous allez retrouver là où vous avez raison. Je pense qu'on a déçu les Français parce que nous ne sommes pas allés. Et pourtant, sous Nicolas Sarkozy avec François Fillon, il y a eu de vraies réformes, je considère. Par exemple, qu'il y a eu 150 000. On va y revenir, ça, mais restons sur ce sujet-là. Je reste sur ce sujet. Vous portez le même type de réforme. Non, absolument. Assouplissement et 35 heures. Faux. Regardez, j'ai fait un groupe, on a beaucoup travaillé au Sénat, on propose de sortir définitivement des 35 heures. Définitivement. On propose ensuite le référendum. Par la loi discutée à l'Assemblée ou par un système d'ordonnance et de décret? Parce qu'il y a deux méthodes différentes. Moi, je pense qu'il faudra recourir aux ordonnances. Je pense qu'il faudra avoir. Donc les syndicats, je pense que la méthode. Moi, je vais faire ça, mais on est à la radio, vous leur faites un bras d'honneur, les syndicats. Vous êtes bien gentils, mais vous n'êtes pas représentatifs. Simplement. On passe à autre chose. Effectivement. Je peux dire que moi je crois au dialogue syndical avec les partenaires, mais simplement quand on représente moins de 10%, parfois moins de 5%, le problème de la représentativité se pose. Ce que je voudrais dire, moi, c'est que je suis pour le référendum dans l'entreprise. Il faut donner la parole aux salariés. Et c'est comme ça qu'on lèvera les verrous. Et c'est comme ça qu'on redonnera, de la vigueur du dialogue. On est bien d'accord. Ce matin, sur ce point précis, c'est la loi qui tranchera. Et s'il faut la loi, ce sera des ordonnances. Oui, bien sûr, absolument. Mais après 2017, il faut quand même remporter 2017. Mais c'était pas du tout un point de vue de ma part. C'était la question parce que les gens, vous dites vous-même, on l'a pas trop fait. Donc ce que vous avez raison, Guillaume Durand, de dire, c'est que il y a la conquête du pouvoir. Mais ce qui est le plus important, c'est l'exercice du pouvoir. C'est se préparer à exercer le pouvoir, bien en amont. Et c'est en même temps aller très vite dans les 3 ou 4 mois, en utilisant toute la palette de la Constitution. Et dans cette palette, il y a des ordonnances. Dans cette palette, il peut y avoir le référendum. Dans cette palette, il y a aussi la loi. Il faut utiliser le jeu d'orgue, si j'ose dire, qui est à notre disposition. Est-ce que vous considérez que François Fillon a une chance ? Parce que tout le monde dit depuis des années que finalement il a un très bon programme, mais qui ne décolle pas dans les sondages et qui va faire de la figuration à la primaire. Ouais, je pense qu'il a une chance. D'abord, vous avez raison. C'est celui qui porte le meilleur programme, le meilleur projet économique avec le plus de radicalité. Et c'est François Fillon, finalement, c'est une forme d'hybridation entre la radicalité que peut porter Nicolas Sarkozy, en tout cas dans l'énergie, et en même temps une forme de sérénité qui est censée porter Alain Juppé. Donc je pense que c'est la bonne réponse. Et en tout cas, les sondages ne veulent absolument rien dire. Mais ça, c'est juste une langue. Mais pourquoi les sondages ne voudraient absolument rien dire ? Je vais vous dire pourquoi. Pour 2 raisons. D'abord, moi, j'ai été sondé, si j'ose dire, puisque j'étais candidat aux élections régionales. Les sondages se sont trompés. Première chose. Donc, sur des échantillons classiques... Ils se sont trompés aussi en Angleterre avec Cameron et en Israël avec Netanyahou. Pourquoi ? Parce que les gens zappent. En France, ils se trompent moins, les sondages. Hein. Première chose. Deuxième, oui, mais ils se trompent parce que les gens zappent de plus en plus. Deuxième chose, ils vont se tromper parce que là, on a affaire à un corps électoral dont on ne parvient pas à faire un bon échantillonnage. Voilà, parce qu'il est très mouvant. Et l'un dans l'autre, vous avez ces 2 raisons. Et aujourd'hui, c'est très loin. Vous verrez, je crois que c'est à l'été que les choses commenceront à se dessiner. Et je pense que notamment les 3 grands leaders que sont François Fillon, Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé ont leur chance. Et tout est ouvert. Je suis absolument, je suis fidèle. Et ma fidélité n'est pas indexée au sondage. Elle l'a jamais été, elle ne le sera pas. Est-ce que vous considérez que la carrière de Nicolas Sarkozy est empêchée par cette affaire de mise en examen? Moi, non. D'une part, il y a la présomption d'innocence. On apprend ce matin d'ailleurs qu'il y a un seul des magistrats sur les 3 qui voulait le mettre en examen. Bon, moi je crois absolument. Vous verrez dans quelques mois, tout ça sera oublié. Et je pense que je l'ai eu hier d'ailleurs, et je l'ai trouvé serein. Et je crois que ça se fera sur bien d'autres choses. Je pense que la primaire, ce sera à la fois un tempérament et ce sera à la fois un projet. Avec c'est celui qui la gagnera devra donner la conviction aux Français, la certitude
que nous avons changé et que nous voulons pas seulement faire des demi-mesures, mais que le temps de la réforme est venu. Question, elle est importante, parce que vous allez réécrire la loi sur la déchéance. Est-ce que vous considérez que la réécriture par le Sénat, parce que vous êtes président des Républicains et au Sénat, va empêcher la réunion du Congrès? Parce que vous allez réécrire le texte, il va retourner à l'Assemblée, et évidemment l'Assemblée ne va pas être d'accord avec la réécriture du texte que vous avez fait. Donc plus personne n'y comprend rien. Quel est votre sentiment? C'est le vôtre. C'est absolument le vote, c'est celui des Français. Là encore, c'est la gauche, c'est la zizanie la plus totale. Je pense que la réforme, elle est importante dans la mesure où c'est un symbole, mais c'est pas là qu'on va protéger la sécurité des Français. C'est en tournant le dos au laxisme. Donc il n'y aura pas de Congrès. Il peut y avoir. Si, on va voter. Si, nous, je vais vous dire, et je l'ai dit depuis avec Gérard Larcher, depuis la réunion de Versailles du Congrès, depuis le 16 novembre dernier, nous, on reviendra à ce que voulait le président de la République. C'est-à-dire d'échéance de nationalité pour les binationales. Absolument, pas d'apatridie, et puis l'état d'urgence qui sera constitutionnalisé. Donc, c'est pas nous qui dévions par rapport à l'engagement présidentiel. C'est la gauche, où c'est une zizanie totale. Donc nous, on n'est pas... C'est incroyable. On va demander aujourd'hui à la droite d'avaliser les zizanies de la gauche. C'est pas notre problème. Nous, on revient à l'engagement présidentiel. Ça sera ensuite à la gauche de prendre ses responsabilités. Il y a un nom qu'on n'a pas prononcé depuis le début de cette émission ensemble, c'est le Front National. Cette crise de l'agriculture, ce que vous dites de la gauche aujourd'hui, puis quand même le suspense des primaires, est-ce que tout ça n'a pas faire le jeu du Front National? Est-ce que c'est ce que vous ressentez sur place? Bien sûr, vous, dans les bien sûr. Moi, je l'ai ressenti, évidemment. J'ai ressenti parce qu'il y a eu une poussée du Front National, moins qu'ailleurs, mais de façon quand même importante. Et la poussée du Front National, elle s'explique par nos faiblesses. La faiblesse de la classe politique. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent encore nous faire confiance. Et moi, je l'ai vu d'ailleurs entre les deux tours, où on a bien vu qu'il y avait eu un reflux. Ils sont pas prêts à donner les clés de la voiture et de la France notamment au Front National. Mais on a des coups de semonce. Et si on ne les prend pas en compte, si on ne prend pas en compte les territoires oubliés, moi je suis un rural, je vis et j'habite dans la commune où je suis né, vous voyez, donc de moins de 2000 habitants. Je suis entouré d'amis qui sont des agriculteurs. Et ce qu'ils vivent, c'est terrible. Moi, mon voisin, il s'est installé il y a plus de 30 ans. On lui paie le lait, ce qu'on lui payait il y a 30 ans. Et les charges ont explosé. Il travaille plus de 70 heures par an. Donc il n'y aura pas de crise désamorcée par les 730 millions annoncés par Manuel Valls. C'est le pronostic que vous faites. Non. Alors, je dois le dire, c'est un pas et c'est une mesure structurelle. Contrairement à tous les plans d'urgence qu'on a eu avant. Mais est-ce qu'on peut, par temps de mondialisation, Bruno Retailleau, vous donner des prix garantis? Est-ce que l'État peut donner des prix garantis à des agriculteurs? Vous avez raison. Je vais vous expliquer le problème français et l'agriculture française. On en termine parce qu'on a déjà... On en termine. C'est qu'on est dans une Europe qui s'est ouverte à tous les vents. Très bien. Et on est dans le pays qui est le plus verrouillé administrativement, en termes de normes, en termes de fiscalité. Ça peut pas marcher. Vous placez les agriculteurs dans une incompatibilité entre ouvrir à tous les vents et fermer complètement avec une culture très administrative, beaucoup de tatillonnisme, c'est la mort pour l'agriculture. Donc il va falloir déverrouiller, redonner de la compétitivité aux agriculteurs et peut-être se réapproprier un vrai projet européen avec des outils de régulation. Parce que l'agriculture, c'est pas un bien comme les autres. Ça permet de nourrir la population. Je pense notamment au traité transatlantique. On peut pas abandonner cette partie de notre économie simplement à l'ultralibéralisme. Merci beaucoup Bruno Retailleau. Merci. Président du groupe républicain donc au Sénat et qui préside donc ces magnifiques pays que sont les Pays de Loire. Il est 8h29.